Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. De la chaleur et du soleil dans le midi, des nuages et peut-être des orages, des Ardennes aux Alpes et dans l'ensemble des températures très supportables, voilà ce qui nous attend pour le week-end. Un week-end marqué en sport par un nouveau duel Drut-Milburn qui hier soir à Zurich a battu le record du monde du 110 mètres haies, marqué aussi par un France-Pologne d'athlétisme passionnant, par des finales de Wimbledon certainement acharnées et bien sûr par le genou de Guimard qui excite la verve des commentateurs sportifs. Mais il y a aussi, et je dirais presque surtout, la crise du dollar. Les marchés d'échange sont fermés puisque nous sommes samedi, mais à Bonn comme à Londres, à Paris comme à Rome, le sentiment qui domine, c'est à la fois la nervosité et la confusion. Tout le monde est d'accord pour dire que cette crise est grave, mais personne ne voit vraiment comment en sortir, puisque les Américains semblent décidés à laisser passer ce nouvel orage sans broncher. Les gouverneurs des banques centrales se réunissent à Bâle pendant le week-end. C'est une réunion de routine, comme chaque mois, mais il est bien évident qu'ils vont voir s'il y a moyen, au moins, de freiner cette crise monétaire. Beaucoup de rumeurs ont circulé hier. Celle qui concernait une éventuelle réévaluation du franc a été formellement démentie par M. Giscard d'Estaing. Les premiers touchés par cette crise du dollar, ce sont les touristes américains en Europe. On en a eu une preuve hier à Paris, à l'American Express, où nous nous sommes rendus. Les vacances commencent mal pour ces touristes américains. Avant de partir, ils ont pensé emporter dans leurs valises suffisamment de dollars pour vivre en France, mais à l'American Express à Paris, quel ne fut pas leur étonnement lorsqu'il s'est agi de changer leur monnaie en francs. Il leur en manquera pour terminer le séjour. Beaucoup d'entre eux ont décidé d'écourter leurs vacances. Ainsi, les hôtels ont enregistré 25% de moins d'arrivées de touristes américains. Au tableau, le traveler check ne vaut plus que 3,90 francs. Je suis désolée. Ça complique vos vacances? Je ne sais pas encore, mais peut-être, oui. Il vous en reste quand même assez pour l'instant. Assez pour l'instant? Pour la prochaine repas, oui. Non, ne complique pas encore. J'ai perdu 20 dollars dans la transaction. Ce n'est pas bon, hein? Je viens de voyage d'affaires aux États-Unis. Les Américains ne s'en font pas du tout eux-mêmes sur place. Ils sont très confiants en leur dollar, mais ils sont certains que Nixon prépare un coup pour nous. Pour les entreprises françaises, en particulier pour celles qui exportent, cette détérioration progressive du dollar risque aussi d'avoir des conséquences graves. C'est ce que M. de Pressigou, le vice-président du patronat français, a expliqué à François Gault. Les conséquences sont liées à l'insécurité qui résulte de la situation monétaire actuelle. En premier lieu, certaines entreprises ont subi des pertes de change considérables. Ce sont celles qui, ayant des contrats en dollars, se voient aujourd'hui payées dans des dollars dont la valeur en francs est diminuée. Le meilleur exemple est celui des industries aéronautiques qui, à la suite des seules dévaluations officielles du dollar, ont fait des pertes qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions de francs. La deuxième conséquence porte sur des pertes de marché. Des entreprises qui vendaient aux États-Unis se sont trouvées subitement, à la suite de la dévaluation du dollar, voir leurs conditions de concurrence modifiées, soit vis-à-vis de fournisseurs américains, soit vis-à-vis de fournisseurs et par conséquent de concurrents de pays dont la monnaie est rattachée au dollar. Enfin, la préoccupation que nous avons tous, et qui a d'ailleurs été exprimée par le ministre des Finances hier, porte sur les prochaines négociations qui devaient avoir pour résultat une réduction générale des droits de douane. Il est évident que dans la situation actuelle d'insécurité monétaire, il est impossible de mesurer l'effet de concessions tarifaires qui seraient faites, puisqu'elles peuvent se trouver modifiées radicalement par le seul effet de la variation des monnaies. Quant aux Américains, pourtant les principaux intéressés, ils gardent, je vous l'ai dit, tout leur sang-froid. Notre correspondant, Charles Lambroschini, a pu constater sur place que l'Américain moyen avait apparemment d'autres sujets de préoccupation. C'est peut-être le plus étonnant, mais l'opinion semble absolument sans réaction, qu'il s'agisse de l'homme de la rue ou des journaux. Il est vrai que tout le monde ici se préoccupe d'abord et avant tout de la hausse des prix intérieurs. Pour le moment, il n'y a eu qu'une seule prise de position officielle, celle de M. Paul Volcker, sous-secrétaire d'État au Trésor, qui a catégoriquement rejeté l'éventualité d'une troisième dévaluation du dollar. Dans le milieu politique de Washington, on ne cache pas pourtant que le désordre monétaire est tel que tout peut arriver.
relèvement du prix de l'or, réévaluation du marque ou justement nouvelle dévaluation du dollar. Ceci dit, il est certain que le gouvernement ne paraît plus aussi convaincu des avantages commerciaux de cette dernière hypothèse. Dans une certaine mesure, en effet, la précédente dévaluation a contrecarré les efforts de l'administration Nixon pour juguler l'inflation. On comprend donc que le silence des autorités américaines constitue moins pour l'instant un acquiescement tacite de la baisse du dollar qu'une position d'attente. C'est avec des honneurs tout particuliers que le président Nixon a reçu hier le chef du bureau de liaison de la Chine aux États-Unis, M. Wang Chen. Hier, les deux hommes ont surtout parlé du Cambodge au cours d'un entretien qualifié de constructif et d'amical. Ensuite, M. Kissinger a offert un dîner aux représentants chinois dans un restaurant français de Beverly Hills, le Bistrot. Plusieurs vedettes de Hollywood participaient à ce dîner. Cependant, entre Pékin et Washington, tout n'est pas rose. Le Premier ministre chinois, M. Zhou Enlai, a qualifié de bout de papier l'accord Nixon-Brejnev sur la prévention des guerres nucléaires. La conférence d'Helsinki se termine aujourd'hui. Les 35 ministres des Affaires étrangères présents sont tombés d'accord pour estimer que la sécurité et la coopération en Europe étaient une nécessité, mais en bons diplomates qu'ils sont, leur optimisme reste empreint de beaucoup de prudence. Du reste, la rédaction du communiqué final donne lieu ce matin à quelques difficultés. En France, le Conseil constitutionnel a annulé une élection législative, celle de M. Myrtin dans la première circonscription des Landes, à Mont-de-Marsan. M. Myrtin, qui est UDR, avait été réélu au deuxième tour le 11 mars avec 1700 voix d'avance sur le candidat socialiste M. Duroux. Celui-ci avait demandé l'annulation de cette élection parce que M. Myrtin avait choisi comme suppléant le directeur de la Caisse d'allocation familiale des Landes, inéligible en raison de ses fonctions. Les électeurs devront donc retourner aux urnes, peut-être au début du mois d'août. L'union de la majorité n'exclut pas la venue de nouveaux partenaires. C'est ce qu'a déclaré hier M. Olivier Stirn, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement devant des militants UDR du Calvados. Par nouveaux partenaires, M. Stirn pense notamment à certains socialistes. L'un des enfants blessés dans l'accident d'autocar qui s'est produit dimanche sur l'autoroute près d'Auxerre est mort hier. Il s'agit de Nathalie Rimbaud, qui avait 7 ans, et dont les deux frères ont également été blessés dans cet accident. D'autre part, le juge d'instruction d'Auxerre a de nouveau entendu hier M. Sestini, l'un des deux chauffeurs de l'autocar, pour lui faire préciser les circonstances exactes de cet accident. Les transports d'enfants par autocar sont de plus en plus nombreux en raison du ramassage scolaire l'hiver et pour le transport des enfants pour les colonies de vacances l'été. Louis Mesuret a fait une enquête. Cette année, un peu plus d'1,5 million d'enfants vont quitter leur famille pour les colonies de vacances. Pour l'industrie du transport, une pareille migration est devenue un problème d'importance nationale. C'est aussi un épisode de la rivalité entre le rail et la route. Cette rivalité se joue sur 3 fronts, le prix de revient, la souplesse du service et la sécurité. Par le car, pour 600 km, eh bien, ça fait 2700 francs tout compris. Par contre, par le train, évidemment, c'est moins cher. Il y a 50% de réduction et puis les accompagnateurs ont des billets gratuits. Ça revient à peu près à 2000 francs. Seulement, pour aller de la gare à la colonie de vacances, il y a 50 km, il faut un quart supplémentaire, il faut réveiller aller-retour, enfin, il faut réveiller les enfants à 6 heures du matin. Finalement, le bénéfice n'est pas très important. Il y a un tout petit avantage par le train. Pour retenir des billets pour les colonies de vacances, il faut s'y prendre 42 jours à l'avance. En plus, on nous interdit les jours de pointe. Ce qui fait que cette année, il y a des parents qui sont partis le 30 juin et des enfants qui sont partis le 2 juillet en colonie. Alors il y a 3 jours pendant lesquels on ne sait pas quoi faire des enfants. Reste la sécurité, le point le plus discuté dans la concurrence entre la route et le rail. L'accident du car de la colonie de vacances de Colombes l'a mise en lumière de façon dramatique. Bien des parents redoutent la route. Après cet accident, nous ne dirons pas et nous ne pouvons pas dire qu'aucun de nos enfants ne partira en car. Ce serait priver en définitive les enfants de toute possibilité de partir vers des lieux de vacances. Et compte tenu de la sensibilisation de l'opinion après un accident aussi dramatique, je crois qu'il est de notre devoir d'examiner si nous pouvons améliorer la réglementation et le transport des enfants dans les collectivités. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une table ronde où pourraient participer toutes les parties prenantes, les collectivités locales, les chauffeurs, les syndicats des chauffeurs, le syndicat des employeurs
et également le corps médical et les corps de sécurité. Meilleure sécurité, meilleur accueil, ce sont les deux revendications fondamentales des éducateurs et des parents, qu'il s'agisse du rail ou de la route. Certes, ces revendications appellent des réformes, donc coûtent de l'argent. Mais on oubliera ce qu'elles ont coûté lorsque 1,5 million d'enfants rentreront sains et saufs de leur colo. On connaissait autrefois le gang des tractions avant et le gang des blouses grises. Voici maintenant le gang des gardiens de la paix. Et oui, vous avez bien entendu, le gang des gardiens de la paix. Après plusieurs mois d'enquête, des policiers de Nice et de Paris ont arrêté 3 des leurs qui, en 2 ans, avaient commis 16 agressions et 5 hold-up, ce qui leur avait rapporté plus d'1 million de francs, soit 100 millions anciens. L'un des responsables de la police de Nice explique ce qui les a mis sur la piste de ce gang pour le moins inattendu. Nous allons entendre ce commissaire de police de Nice. Le commissaire divisionnaire Mouret, chef de l'antenne de la PJ à Nice, a bien voulu nous donner quelques détails sur ce fameux gang des policiers. Oui, il y a quelques semaines, l'équipe du commissaire Charpentier de la police judiciaire de Nice a eu son attention attirée à Menton sur un certain Pardiès Claude que l'on disait mêlé à l'affaire du casino de cette ville qui remonte à la fin de l'automne 72. Perquisition a été faite et finalement, Claude Pardiès, amené dans nos locaux, a reconnu qu'il avait participé avec son frère Gérard, gardien de la paix à Paris, à 5 agressions en armée, non pas au casino de Menton, comme nous le supposions, mais dans différentes banques de la banlieue niçoise. De là, nous sommes remontés à l'affaire de la Texas Instruments. C'est une affaire importante, 610 000 francs, 61 millions d'anciens francs, ont été soustraits le 11 janvier 72 dans cette société américaine implantée dans la banlieue de Nice. Et le coup a été réalisé par Gérard Pardiès, le gardien de la paix de Paris, par l'un de ses confrères, François, en congé de maladie actuellement, avec la complicité d'un autre frère Pardiès, Pierre, qui est intendant à la Texas Instruments. Et de là, nous sommes encore remontés à une quinzaine d'agressions à main armée que 3 policiers parisiens, 2 déjà cités, c'est-à-dire Gérard Pardiès, François et un certain Clerc, Michel, ont réalisé dans la grande ceinture parisienne. Un grand chef d'orchestre vient de mourir. Otto Klemperer est mort dans sa maison de Zurich hier à l'âge de 88 ans. Otto Klemperer était de la grande lignée des Furtwängler, des Bruno Walter, des Toscanini et des Charles Munch. C'était un spécialiste de Beethoven, entre autres. Otto Klemperer était paralysé et il avait dû cesser depuis 1 an de diriger des concerts en public. L'état de santé de Pablito Picasso s'est aggravé. Le petit-fils du peintre avait tenté de se suicider quelques jours après la mort de Picasso parce qu'il n'avait pas été autorisé à lui rendre un dernier hommage. Pablito Picasso a dû être transporté d'urgence dans un hôpital parisien. Les conditions atmosphériques devraient être idéales cet après-midi au stade de Colombes pour permettre aux athlètes français et polonais d'accomplir de grandes performances. Les Polonais partent légèrement favoris. Dans une épreuve, le 110 mètres haies, un Américain se mêlera à la fête. Et quel Américain, puisqu'il s'agit de Milburn, qui hier soir à Zurich a battu le record du monde en 13 secondes et 1 dixième. Nous allons voir les images de cette course. Regardez bien, le record du monde est au bout de la ligne droite. Dès le début, Milburn, qui est au couloir numéro 2, se détache et il franchit la ligne d'arrivée avec près de 3 mètres d'avance, 2 mètres, sur Guy Drudt, qui lui a terminé en 13 secondes et 6 dixièmes. Milburn retrouvera cet après-midi Guy Drudt, qu'il a donc facilement battu hier soir. Les 2 hommes avaient pris les 2 premières places du 110 mètres haies aux Jeux Olympiques l'année dernière. Rappelez-vous, c'était à Munich. Munich, 7 septembre 1972, finale du 110 mètres haies des Jeux Olympiques. Vous vous souvenez de la course de Munich, vous avez fini second? La première moitié de la course, je m'en souviens très peu. C'est après, au moment où vraiment il a eu un passage à vide, il a heurté une haie. Et là, j'ai vu que je revenais très fort et c'est là vraiment que j'ai senti que je faisais 2e. Pour vous, Milburn, qu'est-ce que ça représente? C'est un type très gentil, très sympathique, qui n'a pas la grosse tête. Et ça représente quand même
pour moi, plus peut-être encore que pour d'autres, l'homme à battre. À quoi ça sert de courir finalement lorsqu'on sait qu'il y a un adversaire qui vous est nettement supérieur, du moins pour l'instant? Et ça sert justement, on court pour essayer de prouver qu'il n'est pas si supérieur que ça. Est-ce que vous continuez de courir parce que vous avez envie de battre le record du 110 mètres haies ou pour battre Milburn? Je pense que le jour où je battrai Milburn, il y aura le record du monde. Alors j'essaierai de le faire ici ces prochains jours, c'est une occasion à ne pas rater. Pour Colombe, avant tout, il faudra battre le Polonais, et puis Milburn, ça se fera dans la course, je pense. Milburn, pour vous, c'est une étape ou un but, si vous le battez? De toute façon, si je le bats, il prendra sa revanche, il voudra sa revanche, et je lui accorderai ça. Au contraire, même, je chercherai les contacts, parce que je ne comprends pas les athlètes qui attendent que d'autres viennent les voir. Au contraire, il faut multiplier les contacts. C'est regrettable quand on n'en a pas en athlétisme, on en a trop peu, justement. Et si vous étiez battu à 2 reprises par Milburn, est-ce que vous décideriez d'abandonner par exemple le 110 mètres haies pour vous consacrer à la perche, non? Pas du tout, non, au contraire. Le fait d'être battu par le champion olympique et recordman du monde n'est pas loin d'être un déshonneur. Je connais beaucoup d'athlètes qui envient ma place. Non, s'il me bat, il me bat. Si je le bats, il y aura une revanche encore, mais de toute façon, c'est la loi du sport, ça. Plusieurs centaines de Britanniques ont passé la nuit devant les portes du stade de Wimbledon dans l'espoir d'avoir une place pour assister cet après-midi au final du simple. Chez les femmes, la jeune américaine Chris Evert va essayer de battre sa compatriote Billie Jean King, qui a déjà gagné 4 fois à Wimbledon. Et chez les hommes, le tchécoslovaque Kodeš part très légèrement favori devant le soviétique Metreveli. Les coureurs du Tour de France se reposent à Divonne-les-Bains et dans la caravane, une seule question bien sûr, Cyril Guimard repartira-t-il demain? Guimard le voudrait à tout prix, mais il n'est pas certain qu'il le puisse. Son genou ce matin était encore très enflé, Guimard a passé une radio, et un acupuncteur va s'efforcer cet après-midi de guérir en quelques heures le coureur français. Le courage, en effet, a des limites. Nous revoyons ici des images de l'épreuve qu'a subie hier Guimard. Aidé, tiré, poussé, arrosé, ravitaillé par Delépine et Genet qui se sont sacrifiés, Cyril Guimard est arrivé à Divonne avec près de 20 minutes de retard sur le peloton. Le Tour de France est friand de ce genre d'épopée et les commentateurs ont sorti ce matin tout l'arsenal des formules et des adjectifs pour parler de la souffrance du champion français. Jacques Godet, dans l'équipe, parle du rictus qui déformait le visage têtu du Breton. Dans l'Humanité, il est question de ses joues creusées, de son regard jaune et de la sueur qui creusait des rigoles sur son front. On parle de calvaire et de chemin de croix. Dans l'Aurore, on peut lire « Les démons du Tour ont voulu que Cyril souffre le jour où Jean-Pierre gagne ». Guimard et Danguillaume, le vainqueur de l'étape d'hier, sont en effet 2 grands amis. Mais plusieurs spécialistes se demandent aussi si Guimard ne ferait pas mieux de renoncer. Ils se demandent en effet si ce n'est pas la suite de sa carrière qui risque maintenant d'être compromise par des efforts insensés. Cependant, Guimard veut absolument continuer, ne serait-ce que pour essayer d'aider Poulidor, qui est maintenant le seul et dernier espoir de son équipe. 2 sujets, comme d'habitude, dans notre magazine du samedi, qui est consacré au spectacle. Nous allons suivre la troupe de la Comédie Française, qui, sur les traces de Molière, s'est arrêtée à Pézenas. Mais avant, nous allons à Paray-le-Monial, qui célèbre le tricentenaire des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Les célébrations religieuses, vous allez le voir, s'accommodent assez bien de la fête païenne qui les accompagne. En Bourgogne, Paray-le-Monial est un des hauts lieux catholiques de France. Ici se trouve l'une des plus anciennes et des plus belles basiliques romanes d'Occident. Ici encore, au XVIIe siècle, une sœur visitandine, Marguerite Marie, eut les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Depuis, des milliers de pèlerins viennent chaque année prier sur ces lieux, et cette année tout particulièrement pour commémorer le tricentenaire des révélations. À ces cérémonies religieuses se sont mêlés des divertissements profanes, mais le bruit des fanfares et l'agitation de la fête païenne n'ont pu troubler la paix des couvents ni la ferveur des pèlerins. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin.
connaissez le programme des festivités? Non, je ne le connais pas précisément. Je sais qu'il doit y avoir un grand festival. Dimanche, je crois. Demain. Il y a aussi une fête de la bière. Ah oui. Très bien. Est-ce que vous allez prier pour les participants de cette fête aussi? Nous devons prier pour tous les hommes, dont nous prierons pour eux. Je pense que nous avons d'autres fêtes à envisager. Une autre fête, celle de la vie éternelle. Et c'est pour cela que toutes ici, nous nous sommes réunis en ce monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, où le Christ Jésus a manifesté son amour, où il a rappelé aux hommes ce qu'il avait souffert pour eux, pour les sauver. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Au mort!
je vous dirais une chose, j'aime Pézenas. Je suis de vieille famille piscinoise, ça remonte même à 1621, oui, ça n'est pas d'aujourd'hui, ça remonte même à l'époque de Molière. Et chaque fois que je peux faire admirer mon pays, mon Pézenas, je le fais avec plaisir. Et quand on parle de Molière, encore plus, qui a fait beaucoup pour la gloire de Pézenas. Ah, franchement. Du moment que c'était Barbigny, donc il recevait des clients. Et M. Molière venait ici, passait de longs moments, alors il écoutait, discutait là, il discutait l'autre, il prenait des notes, etc. Et puis de là, il créait des personnages de différentes pièces qui sont sorties par la suite. Voyez-vous, dans les pièces, les femmes savantes, ou il a fait tout un tas des anecdotes, les histoires que racontaient les jeunes dans le pays, tout ça. Et alors c'est surtout qu'il créait les personnages, voyez-vous. Il a beaucoup vu, beaucoup regardé, beaucoup observé et écouté lorsqu'il était à Pézenas. En fait, il a très bien appris la langue de Pézenas. Et de cela, on est sûr. Car lorsqu'il a écrit Monsieur de Pourceaugnac, bien des années plus tard, il a fait parler un de ses personnages, une des femmes, dans une parfaite langue de Pézenas. Quelle est la part de l'histoire et de la légende dans tout ce qu'on raconte sur Molière à Pézenas? Il y a un certain nombre de choses que l'on sait d'une façon certaine en ce qui concerne Molière et sa vie en province, mais beaucoup de choses sont encore sont présumées. Il y a des allusions et quelquefois on ne sait pas d'où elles proviennent, ces allusions. Elles sont nées quelquefois au XVIIIe ou au XIXe siècle, surtout au XIXe où on a commencé, dans le Midi en particulier et à Pézenas, à s'intéresser prodigieusement à Molière. Pour célébrer le tricentenaire de Molière, Pézenas a fait cette année un effort particulièrement important en ce qui concerne le théâtre, de représentations officielles que nous avons appelées des représentations de gala. Une troupe formée par des acteurs venant de différents horizons, Nick Michel, Zapinac, Thierry Leluron, tous ces acteurs-là joueront les femmes savantes. Et la comédie française que Le Médecin Volant et Les Fourberies de Chapin. Vous savez où c'est l'hôtel du Prince de Conti? Je me rappelle plus. Vous savez pas où c'est? L'hôtel du Prince de Conti. À l'opposé. De l'autre côté. Vous êtes content de vous trouver à Pézenas? Bah, c'est très émouvant surtout. Vous pensez que 300 ans après, nous sommes sur les pas de Molière, c'est ça qui est émouvant surtout. Content, oui, ravi. J'espère qu'il sera content de nous aussi, Molière. Là, c'est très joli. Il y a 2 étages. Avec les décolletés, ça devait être Il jouait ici, là. Il jouait ici, la scène était là. grand-chose. C'était un peu surélevé. Il jouait directement sur le... Ça n'existait pas, ça? Il y avait quoi à la place? Il n'y a rien? Non, il y avait une cour. Cour intérieure. La création, on ne sait trop. Qu'il l'ait joué, oui. Mais où l'avait-il créé avant? Peut-être dans un village de la campagne. Sur cette période-là, vraiment, on ne sait pas grand-chose encore. Mais qu'il l'ait joué, c'est certain. Qu'il l'ait joué, oui. Ah oui, oui, c'est mieux. On fait un peu de... Ne bougez d'ici, restez où vous êtes, prenez place et faites silence. Nous arrivons tout à propos. L'unique et irrésistible désir de vous divertir nous a conduits jusqu'ici. Nous vous présenterons tout simplement le médecin volant. Une farce du sieur Molière. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Au revoir.